Alors, quand on veut développer son e-commerce en toute sécurité, le premier réflexe à avoir, d'abord, c'est la réservation du nom de domaine. Donc, il est important de vérifier, avant toute chose, que le nom de domaine que vous voulez réserver est disponible, c'est-à-dire qu'il ne va pas se heurter à d'autres droits antérieurs, par exemple une autre marque qui aurait déjà été déposée, un autre nom de domaine ou même le nom d'une société, puisque sinon, vous pouvez quand même réserver le nom de domaine, mais vous risquez ensuite d'être attaqué par des concurrents qui vont vous reprocher soit une contrefaçon de marque si le droit antérieur est une marque, soit si c'est un nom de domaine ou une dénomination sociale de société, par le biais de l'action en concurrence déloyale, en disant que vous créez un risque de confusion avec leur propre dénomination. Donc, il est important de faire cette recherche d'antériorité en amont. Deuxième réflexe à avoir, c'est éventuellement de faire un dépôt de marque associé à la réservation du nom de domaine. Et donc d'avoir la marque qui coïncide avec le nom de domaine et donc de vérifier également que celle-ci est disponible. La marque, c'est quoi? En fait, c'est un signe qui va vous permettre d'indiquer à vos clients une provenance commerciale quant aux produits ou aux services que vous allez commercialiser via votre site de e-commerce. Alors, sachez qu'en ce moment, si vous êtes en phase de création, il y a un fonds européen qui a été mis en place pour aider les entreprises à protéger leur propriété intellectuelle, qui s'appelle le SME Fonds, et qui vous permet en fait de bénéficier d'un remboursement des taxes de dépôt, si vous envisagez un dépôt de marque, qu'il s'agisse d'une marque française ou d'une marque de l'Union européenne. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 700 € de subvention et un remboursement de 75% des taxes de dépôt que vous allez payer. Donc, il y a un processus qui est très simple à faire. Vous allez sur ce site internet qui est sur le site internet de l'EIPO, SME Fonds. Vous remplissez un dossier. Donc, pour être éligible, il faut être une PME au sens de l'Union européenne, c'est-à-dire avoir moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et il faut déposer un justificatif de l'existence de votre entreprise, c'est-à-dire un extrait CABIS pour vérifier que vous êtes bien une entreprise domiciliée sur le territoire de l'Union européenne, et une attestation de TVA. Une fois que vous avez déposé ce dossier, vous allez vous faire attribuer ce fameux chèque de 700 €. Et dans la limite de ce plafond, vous allez pouvoir bénéficier, une fois que vous aurez fait votre dépôt, d'un remboursement de 75%. Alors, une fois qu'on a déposé son nom de domaine, qu'éventuellement on a déposé la marque associée à ce nom de domaine, les mentions légales, elles sont obligatoires sur tout site internet. Que vous ayez un site marchand, un site purement informatif sur lequel il n'y a pas d'activité commerciale, vous êtes néanmoins obligé d'avoir des mentions légales. Sachez que si vous ne le faites pas, c'est d'ailleurs une obligation qui est assortie d'une peine d'amende et d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Donc les mentions légales, elles servent à quoi? En fait, elles vont servir à identifier à la fois le propriétaire du site et également son hébergeur. Donc si vous êtes une personne physique, donc, par exemple, un entrepreneur individuel, il faut faire figurer dans vos mentions légales vos noms, prénoms, adresse de domicile, numéro de téléphone et adresse mail. Pour une personne morale, ce sont les éléments d'identification de la personne morale, c'est-à-dire sa dénomination sociale, l'adresse de son siège, son numéro SIRET, sa forme juridique, le montant du capital social. À ces informations d'identification qui sont propres à l'exploitant en fait, du site, il faut rajouter les informations d'identification de l'hébergeur. Donc son nom, sa raison sociale, son adresse, son numéro SIRET et son numéro de téléphone. Selon l'activité de votre site, il y a des informations complémentaires à rajouter. Par exemple, si vous avez une activité commerciale et que vous êtes assujetti à la TVA, il faut mentionner dans vos mentions légales votre numéro de TVA intracommunautaire. Si vous avez des activités éditoriales, c'est-à-dire qu'il y a des publications de contenu sur le site, il faut mentionner qui est le directeur de la publication, qui peut être contacté justement s'il y a des difficultés sur un contenu qui a été publié. Et si vous avez une activité qui est soumise à un régime d'autorisation préalable, il faut mettre le numéro d'agrément et le nom et l'adresse de l'autorité qui vous a délivré l'autorisation d'exercer. Donc une fois qu'on a notre nom de domaine, notre marque et nos mentions légales, on est, j'allais dire, en règle. L'étape d'après, c'est de savoir est-ce que j'ai besoin de CGV, CGU. Alors déjà, c'est quoi la différence entre des CGV et des CGU? Les CGV, par définition, conditions générales de vente,
ça va régir une activité commerciale, qu'il s'agisse d'ailleurs de la vente de marchandises ou de la fourniture de prestations de services. À partir du moment où il y a un paiement qui va être fait, il va falloir rédiger des conditions générales de vente. Les conditions générales d'utilisation, elles existent. Elles peuvent exister sur un site, même quand il n'y a pas d'activité marchande, pour en fait expliquer quelle est la raison d'être de votre site et comment les utilisateurs peuvent l'utiliser. Il y a plein de sites dont vous avez l'habitude, ou de plateformes et autres, sur lesquels il n'y a pas d'activité à proprement parler marchande, pas de paiement. Par exemple, un réseau social comme Instagram, vous vous inscrivez, vous créez un compte, mais il n'y a pas de paiement qui est nécessaire. Pour autant, il y a des conditions générales d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'on va vous décrire dans ces conditions générales d'utilisation comment on va pouvoir utiliser le site. Donc, par quel process on va pouvoir, par exemple, se créer un compte pour publier du contenu. On va pouvoir également indiquer quels sont les contenus qui sont interdits, prohibés. Donc, il y a pas mal de clauses qui vont devoir être indiquées dans ce site. Si on est sur une marketplace, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites marketplace ou toute autre activité d'intermédiation, là, vous allez avoir en fait deux types de conditions générales. Vous aurez les conditions générales d'utilisation de votre site d'intermédiation et il faudra également que les internautes aient accès aux conditions générales de vente des vendeurs ou des prestataires ou des loueurs qui sont présents sur votre site. Comment on rédige ces conditions générales de vente? La première question à se poser d'abord, c'est quelle est la cible que je vise? Est-ce que c'est une clientèle professionnelle, donc je vais faire du B2B? Est-ce que c'est une clientèle de particulier? Est-ce que je vais faire du B2C? Ou est-ce que c'est une clientèle mixte? Pourquoi? Parce que, et bien évidemment, ça va influer de manière très prégnante vos conditions générales de vente. Vous savez qu'à partir du moment où vous vous adressez à des consommateurs, vous allez être soumis au droit de la consommation. Donc, il y a un certain nombre de clauses, de règles protectrices du droit de la consommation qui vont devoir figurer dans vos conditions générales de vente. De la même manière, quand on s'adresse à des professionnels, on est dans ce cas-là beaucoup plus libre dans la rédaction des conditions générales de vente, puisqu'il n'y a pas ces règles impératives du droit de la consommation. Mais on est également plus libre sur la question de la transmission des conditions générales de vente. Vous savez qu'à partir du moment où vous vous adressez à un public de consommateurs, vous devez en amont de la transaction leur communiquer les conditions générales de vente qui doivent être acceptées. Pour une clientèle professionnelle, vous n'êtes pas obligé de fournir vos conditions générales de vente en amont. Si le client vous en fait la demande, bien évidemment, vous êtes tenu de lui adresser. D'ailleurs, c'est toujours mieux de les adresser puisque ça permet de s'assurer que ces conditions générales de vente, elles ont bien été acceptées. Mais en tout état de cause, ce n'est pas véritablement une obligation entre professionnels. J'allais dire la preuve est libre et la preuve de l'acceptation de vos conditions générales de vente, vous pouvez l'apporter par tout moyen. Ce n'est pas le cas quand on est en présence de consommateurs. Donc, il faut qu'il y ait un process sur votre site qui permette en fait de matérialiser l'acceptation des conditions générales de vente. En général, ça va être par le biais d'un clic qui va identifier l'adresse IP de l'internaute qui a accepté vos conditions générales de vente. Et ensuite, il faut que vous puissiez lui adresser sur un support durable. Alors, si par exemple, ça peut être via un compte, via un espace ou la possibilité, même quand il clique et qu'il accepte les conditions générales de vente, d'en télécharger un exemplaire pour les conserver. Alors, quels vont être les éléments essentiels à faire figurer dans vos conditions générales de vente? La première, c'est l'identification du vendeur ou du prestataire de service. Donc, il est impératif d'indiquer les coordonnées complètes de l'entreprise, y compris donc le nom, l'adresse, le numéro SIREN, si nécessaire le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers quand on a une activité artisanale. La deuxième clause qui est extrêmement importante dans la rédaction, c'est la description du produit ou du service que vous allez fournir via votre site de e-commerce. Pourquoi? Parce que de là vont découler toutes les garanties. Vous savez que vous avez un certain nombre de garanties qui sont prévues par le Code civil. Une garantie de conformité, une garantie légale de conformité, une garantie des vices cachés. Ça veut dire que, par exemple, si vous décrivez pas suffisamment votre produit, l'internaute pourra dire « Non, mais moi, ce n'est pas conforme à ce que je pensais avoir commandé ». Donc, il faut être très précis dans la description et du produit ou du service que vous allez fournir pour éviter ensuite toute difficulté. Troisième clause, c'est les conditions de paiement. Donc déjà, les modalités de paiement. Est-ce que vous acceptez des paiements en ligne? Est-ce que vous avez implanté sur votre site de e-commerce un
un outil de paiement en ligne du type Stripe, auquel cas il faudra être vigilant puisque dans ce cas-là, la collecte des données de paiement va se faire via cet opérateur, à bien indiquer que vous ne collectez pas les données bancaires et à renvoyer vers la politique de confidentialité de l'opérateur pour informer les internautes. Vous pouvez également prévoir des paiements par virement. Vous allez détailler toutes les modalités. Est-ce que c'est un paiement comptant? Est-ce que j'accepte des paiements en plusieurs fois? Est-ce qu'il y a des frais, des intérêts de retard en cas de retard de paiement et éventuellement des frais de recouvrement? Les modalités, autre clause importante, les modalités de livraison quand on est sur de la vente de marchandises ou les modalités d'exécution de la prestation de service. Là aussi, il est extrêmement important de spécifier quelles sont les modalités de livraison ou d'exécution de la prestation de service, notamment la question des délais. Là aussi, pareil, si vous vous adressez à un public de consommateurs, vous savez que vous avez, si vous ne respectez pas le délai de livraison auquel vous vous êtes engagé, après une mise en demeure d'exécuter, le consommateur peut résilier la vente ou la prestation de service. Également, qui va supporter les coûts de la livraison? Est-ce que c'est votre entreprise? Est-ce que c'est l'internaute qui aura la charge de la coût de la livraison? Et qui est responsable en cas de retard de livraison ou en cas d'avarie, par exemple, durant le transport? Alors, en général, c'est vrai que classiquement, c'est l'entreprise qui prend à sa charge puisqu'elle souscrit une assurance particulière pour ça. Mais c'est vrai que notamment si vous avez affaire à une clientèle de professionnels, ça peut être l'acheteur qui va assurer les risques du transport et de la livraison et du fait que la marchandise puisse éventuellement arriver endommagée. Une autre clause qui est importante, c'est la gestion des retours et des réclamations et la question du droit de rétractation. Alors, il faut bien faire la différence entre ce qui est retour et droit de rétractation. Là encore, en matière de droit de la consommation, vous savez qu'il y a un droit de rétractation qui est obligatoire au profit du consommateur durant une période de 14 jours quand on est en matière de vente à distance, ce qui va être le cas si vous avez un site de e-commerce en ligne. Donc ce délai de rétractation, vous ne pouvez pas y couper. Il y a quelques hypothèses dans lesquelles il ne va pas s'appliquer. C'est notamment quand vous êtes en matière de prestation de service, s'il y a une exécution immédiate de la prestation de service. Je vous donne un exemple. Les plateformes qui fournissent de la vidéo à la demande, quand vous téléchargez un film, bien évidemment, vous ne pouvez pas le télécharger, le regarder et dire ensuite « je me rétracte ». À partir du moment où le service s'est exécuté de manière immédiate, il ne peut plus y avoir de délai de rétractation. Donc en matière de vente, vous ne pourrez pas y échapper, mais en matière de prestation de service, l'internaute peut renoncer à ce droit de rétractation en cochant une case, par exemple, en demandant à ce que la prestation de service s'exécute immédiatement sans tenir compte de l'application d'un éventuel délai de rétractation. Donc le droit de rétractation, il est obligatoire. Les retours, j'allais dire, ça dépend de quel type de retour on parle. Vous avez, je vous l'ai dit, des garanties légales qui vont s'appliquer. La garantie légale de conformité, la garantie des vices cachés. Si par exemple vous vendez un article qui est défectueux, le consommateur, l'internaute est en droit de vous retourner l'article qu'il a acheté à ses frais. Donc ça, vous ne pourrez pas y échapper. Après, vous avez ce qu'on appelle les retours commerciaux, c'est-à-dire vous pouvez très bien, au-delà des garanties auxquelles vous êtes tenu, pour fidéliser votre clientèle ou les inciter à acheter en disant vous ne prenez pas de risque puisque nous acceptons les retours sans aucun motif dans un délai par exemple de 30 jours. Il est bien important d'indiquer également le process qui va permettre de mobiliser que ce soit la rétractation ou la gestion des réclamations, c'est-à-dire par exemple s'il y a une non-conformité, s'il y a un vice caché, par quel biais on vous contacte, comment on administre cette preuve du vice caché ou de la non-conformité et qui va avoir, vous savez qu'en matière notamment de garantie légale, de droit de rétractation, vous êtes tenu de rembourser le prix de l'article ainsi que les frais de livraison, mais que par exemple les retours peuvent être mis à la charge du consommateur. Les frais de retour peuvent être mis à la charge du consommateur. Une autre clause qu'il faut prévoir, vous savez, là encore, si vous avez des clients consommateurs, il est impératif de prévoir dans vos conditions générales de vente le recours à un dispositif de médiation. Alors, en fonction du type d'activité, alors vous avez soit le médiateur national de la consommation, soit certaines filières professionnelles ont leur propre système de médiation qui est mis en place.
auquel cas vous pouvez vous référer à un médiateur plus spécifique en fonction de votre activité. Donc, dans les conditions générales d'utilisation, alors sur un site, vous savez que vous pouvez avoir à la fois des conditions générales de vente, à la fois des conditions générales d'utilisation. On peut même fusionner les deux dans un seul document. J'allais dire, tout va dépendre finalement de la complexité de l'utilisation de votre site. Il vaut mieux quand même avoir dès qu'on a beaucoup de clauses et une documentation qui est très longue, il vaut mieux scinder les documents pour plus de clarté en fait. Il faut qu'on puisse comprendre assez aisément le fonctionnement de votre site. C'est pour ça qu'il y a des fois des documentations qui sont séparées. Donc dans les CGU, en fait, on va principalement informer les internautes sur le fonctionnement de votre site. Comme je vous le disais, quel est le process? Est-ce qu'il y a besoin pour accéder à votre site ou à tout le moins d'interagir avec le site, de créer un compte? Si c'est juste un site purement informatif dans lequel vous délivrez de l'information, il n'y aura pas particulièrement de process d'inscription, mais vous allez indiquer le process d'utilisation de votre site. Une clause qui est extrêmement importante aussi, c'est la définition de la responsabilité, vous en tant qu'éditeur du site, et également de l'internaute s'il est susceptible d'interagir sur votre site. Donc je vous donne un exemple. On parlait tout à l'heure de réseau social, mais on peut parler de n'importe quel autre site. Vous avez un site d'information dans lequel il est possible que les gens fassent des commentaires. Donc, ils vont interagir sur votre site. D'abord, vous, l'intérêt que vous avez, c'est bien évidemment d'encadrer, de limiter votre responsabilité en indiquant que le contenu que vous fournissez sur le site, il est susceptible d'évoluer et que vous n'avez pas des mises à jour, par exemple, permanentes, notamment si vous faites de l'information, par exemple, en matière juridique, et que votre site n'est pas régulièrement mis à jour. Il faut avertir les internautes que justement, ce contenu est susceptible d'évoluer, de ne plus être en phase, par exemple, avec la législation actuelle et que vous n'en assumez pas la responsabilité. C'est juste des informations qui sont données à titre informatif, justement parce qu'il n'y a pas de transaction, en fait. C'est purement informatif. Mais vous devez bien évidemment parler de la question de la responsabilité éventuelle des utilisateurs. C'est-à-dire que l'utilisateur, l'internaute qui va interagir via votre site, notamment s'il peut publier des commentaires, mais s'il peut publier des contenus, des photos, il faut lui rappeler qu'il y a des contenus qui sont illicites, notamment tout ce qui est prohibé par la loi. Donc la copie, par exemple, on ne peut pas publier une photo qui serait protégée par le droit d'auteur, on ne peut pas publier des contenus racistes, des contenus qui seraient injurieux envers une personne ou diffamatoires. Et donc, de rappeler à l'internaute que dans ce cas-là, c'est sa responsabilité qui est susceptible d'être mise en cause. Vous, quand vous êtes sur un site dans lequel potentiellement les internautes vont pouvoir publier du contenu, votre seule responsabilité, c'est de faire en sorte en fait, qu'il y ait un système de contact qui permette de signaler ces contenus illicites. Et quand vous êtes contacté, qu'on vous signale un contenu illicite, vous devez le supprimer. Auquel cas, vous êtes susceptible, là encore, d'engager votre responsabilité. Donc, c'est pour ça que c'est important, dans les conditions générales d'utilisation, de renseigner une adresse de contact sur le site qui va permettre de signaler des contenus illicites et de pouvoir éventuellement, si l'illicéité est confirmée, de supprimer ce contenu. Vous pouvez également, dans le cadre de vos conditions générales d'utilisation, prévoir des sanctions en cas de non-respect, justement, des règles que vous avez fixées. On prenait l'exemple tout à l'heure du réseau social ou de n'importe quel site dans lequel vous devez créer un compte. Une des sanctions qui est possible, par exemple, s'il y a des contenus illicites qui sont publiés trop régulièrement, après un avertissement ou une mise en demeure, c'est de supprimer purement et simplement le compte de l'internaute qui aura été rappelé à l'ordre. Une clause également qui est importante, c'est celle qui concerne la propriété intellectuelle. Donc, il y a à la fois la propriété intellectuelle, la vôtre, j'allais dire tout ce que vous avez publié sur votre site, les éventuelles photos que vous avez mis, les articles que vous avez rédigés, tout ça, ça vous appartient. C'est potentiellement couvert par du droit d'auteur et il faut rappeler que tous ces éléments, justement, vous appartiennent et ne peuvent pas être copiés ou utilisés par les utilisateurs sans votre accord express. Mais il faut également prévoir attirer l'attention des internautes sur les droits de propriété intellectuelle des tiers. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils sont susceptibles de publier du contenu sur votre site, il faut attirer leur attention sur le fait qu'ils doivent publier du contenu qui sont libres de droit et qui ne portent pas atteinte à des droits éventuels des tiers.
Après, on a des clauses qui sont beaucoup plus classiques, qui sont celles du droit applicable et de la juridiction compétente éventuelle en cas de litige. Alors, une fois qu'on a balisé tout ça, la dernière grande étape, c'est la rédaction de ce qu'on appelle la politique de confidentialité pour être conforme au RGPD, au règlement sur la protection des données. Donc, la rédaction de cette politique de confidentialité, elle va être obligatoire dès que vous collectez des données personnelles. Donc, des données personnelles, vous allez nécessairement en collecter quand vous avez une activité marchande, puisque pour effectuer une commande, il va bien falloir que vous collectiez à minima l'identité de l'internaute qui passe la commande, son adresse ou en tout cas une adresse de livraison, et un certain nombre de renseignements comme une adresse mail de contact et autres. Tout ça, ce sont des informations personnelles que vous allez collecter. Même dans le cadre d'un site non marchand, vous avez de toute façon des données personnelles qui vont être collectées, notamment par le biais de ce qu'on appelle les cookies. Donc, c'est dans lequel vous allez collecter des données comme l'adresse IP de l'internaute, des données de trafic, donc tout un certain nombre de données qui sont des données personnelles et dans lesquelles que vous allez collecter. Vous avez également la possibilité, par exemple, de prévoir un abonnement à une newsletter dans le cadre de votre site. Là aussi, si l'internaute s'abonne à votre newsletter, il va devoir à minima renseigner son adresse mail pour recevoir la newsletter, qui là aussi constitue donc une donnée personnelle. Donc, quand on rédige sa politique de confidentialité, pour bien la rédiger, il y a plusieurs questions en amont à se poser. D'abord, la première, c'est quelles sont les informations que je collecte ? Sachant que le grand principe en matière de RGPD, c'est un principe de minimisation des données. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut collecter que les données qui sont nécessaires. Par exemple, sur un site marchand, si on est sur de la vente de marchandises, vous ne devez collecter que les données qui sont strictement nécessaires à la réalisation de la prestation. Donc, il faut vous abstenir, si vous voulez, d'avoir des formulaires dans lesquels vous allez demander trop de renseignements aux internautes, sous peine justement de ne pas respecter ce principe de minimisation des données. Donc, je regarde quelles sont les informations dont j'ai besoin en fait pour remplir ma prestation ou pour interagir avec l'internaute. La deuxième étape, en fait, c'est je dois me poser la question de pourquoi je les collecte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois que j'aurai répondu à ces deux questions, découlera en fait la durée de conservation des données. Donc, il y a plusieurs bases légales de collecte des données. Une des bases notamment, quand on est sur un site marchand de e-commerce, ça peut être l'exécution de la prestation contractuelle. Bien évidemment, vous collectez des données personnelles quand vous collectez l'adresse du client pour lui expédier la marchandise, son nom, son prénom ou ses données bancaires. Ce n'est pas pour les garder pour vous parce que ça vous fait plaisir, c'est simplement parce qu'elles sont nécessaires à la bonne exécution de la prestation. Donc là, c'est la base légale. Il peut y avoir d'autres bases légales, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de newsletter, là, on est finalement sur une démarche d'animation commerciale, de recherche de prospects. Donc, on n'est pas du tout, en fait, finalement, sur la même finalité. Donc, il faut que je regarde. Je fais un inventaire, si vous voulez, de toutes les données que je vais collecter et pourquoi je les collecte. Parce qu'après, vous avez effectivement des durées de conservation qui vont devoir être adéquates aux données qui ont été collectées. Par exemple, on vous dit que si on est sur une base légale, comme par exemple l'exécution d'un contrat, mais les données collectées, elles vont être nécessaires pendant toute l'exécution du contrat, plus la période pendant laquelle vous pouvez avoir une remise en cause de la transaction, c'est-à-dire la potentialité d'un litige. Vous savez qu'en matière judiciaire, la prescription est de 5 ans. Donc, en général, on conserve les données d'une transaction commerciale qui a été effectuée, à minima pendant 5 ans après que la transaction ait été réalisée. Quand on est plutôt sur des prospects, là, on n'a pas de base légale d'un contrat, on n'a pas d'intérêt de les conserver. Donc, on peut les conserver un certain temps, mais on vous dit en général, il faut minimiser la durée de conservation. 1 an, par exemple, quand vous n'avez plus de signe de vie de l'internaute, mais c'est surtout qu'il faut lui laisser aussi, quand par exemple il y a des abonnements à des newsletters ou autres, la possibilité de se désabonner à tout moment, c'est-à-dire de renoncer à l'envoi de prospection commerciale. Donc, une fois en fait que j'ai fait un inventaire de mes données, que je leur ai mis la bonne finalité et la durée de conservation, il faut que je réfléchisse à la protection de ces données personnelles. Comment je les protège ? Puisque du piratage, comment elles sont hébergées, quel niveau de sécurité je mets. Notamment, alors
C'est rarement le cas, mais si vous collectez des données bancaires, puisque ce sont des données qui sont particulièrement sensibles. Une autre question à vous poser dans le cadre de votre politique de confidentialité, c'est est-ce que ces données, elles sont susceptibles d'être transmises à des tiers? Ça peut être le cas, par exemple, quand vous avez des livraisons et que vous utilisez le service d'un autre opérateur, vous allez nécessairement lui transmettre des données personnelles sur votre client pour l'exécution de la livraison. Donc, ce n'est pas que c'est interdit, c'est simplement qu'il faut que l'internaute ait conscience, enfin, ait été informé en tout cas, qu'il y a potentiellement une transmission des données personnelles à d'autres opérateurs qui vont être effectués et qui sont nécessaires justement pour l'exécution de votre prestation. Dans la politique de confidentialité, quand on a fait tout ça, il nous reste une dernière chose à mentionner, c'est la question justement des cookies et autres technologies de suivi qui permettent en fait justement d'avoir des statistiques de fréquentation de votre site, ou alors des cookies d'amélioration de la visibilité de votre site. Donc là aussi, il faut avoir rédigé une clause à ce sujet. Et il est impératif, là encore, de prévoir une personne qui va être la personne à contacter en cas de question ou d'exercice, ou pour permettre l'exercice des droits qui sont liés au RGPD. Vous savez qu'en matière de données personnelles, quand vous faites une collecte de données personnelles, les personnes qui sont concernées par cette collecte ont un certain nombre de droits, notamment par exemple le droit de demander l'effacement des données, la rectification de leurs données quand il y a une erreur, ou de demander la transmission de leurs données dans un format lisible par la machine. Donc il y a un certain nombre de droits. Il faut qu'il y ait une personne qui soit désignée dans la politique de confidentialité quand on veut permettre l'exercice de ces droits. Alors là encore, ce n'est pas parce qu'on demande par exemple l'effacement des données, que la personne responsable du traitement va nécessairement acquiescer à la demande. Pourquoi? Parce que là, tout va dépendre de la finalité de la collecte de données. Vous avez différentes finalités, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être l'exécution de la prestation contractuelle. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas effacer les données parce que ça vous couvre aussi s'il y a un litige derrière. Donc, vous pouvez opposer un refus. De la même manière que, par exemple, les employeurs, quand vous êtes salarié, vous travaillez chez un employeur, il y a bien évidemment de la collecte de données personnelles. Il faut le numéro d'immatriculation, du salarié. Il faut son nom, son adresse, sa date de naissance. Un salarié ne peut pas aller voir son employeur en disant « Non, mais moi, je voudrais que vous effaciez mes données personnelles ». Il va dire « Moi, c'est nécessaire, il y a une base légale qui est l'exécution de la prestation de travail et les obligations que j'ai à votre endroit qui m'interdisent en fait d'effacer ces données ». Ces données, le salarié pourra simplement en demander l'effacement postérieurement à son départ de l'entreprise, quand finalement on aura épuisé la durée de la prescription pour des litiges éventuels. Donc voilà les principales clauses qu'il faut faire figurer dans la politique de confidentialité.